Ici à l'IFOCA-Padour, puisque j'avais fait partie des quelques personnes autour de Marcel Mirande, d'Hubert Buchou et de l'ancien directeur de la SAFER de recycler tout à l'heure, plateau. Voilà, avec l'abbé Jean Casanave là, dans la maison Bartholoum à Jas, voilà, pour se poser la question de savoir voilà, comment est-ce qu'on pouvait essayer de construire un espace de dialogue, de formation pour l'ensemble des ruraux, effectivement, pas que les agriculteurs. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'assiste à ce 30e anniversaire, même si après, voilà, je suis resté cotisant et très peu actif dans les instances de l'IFOCA-Padour. Donc du coup, voilà, remercier tous ceux qui ont continué à s'investir pour faire vivre cette IFOCA-Padour et faire en sorte qu'il continue d'exister. Je n'ai pas pu participer non plus à vos activités, même si ça m'aurait beaucoup intéressé. C'est vrai que quand on a un agenda un peu chargé la semaine, souvent le samedi, voilà, on est plutôt au boulot pour rattraper ce qu'on n'a pas pu faire dans la semaine. Et donc, comme vous faisiez souvent vos journées, là, hyper intéressantes, voilà, j'ai toujours pu participer. Salut et bien sûr Stéphane, qui est venu de loin. On va le laisser s'exprimer aussi longuement. Voilà, quand je vois fréquemment à Paris, qui a brillamment repris le flambeau d'illustres prédécesseurs aussi, dont notre BRD Hubert Buchou, aux responsabilités à l'IFOCA national et qui l'a bien transformé et qui aujourd'hui fait un boulot vraiment extraordinaire. On vous en parlera tout à l'heure. Alors, assez modestement, parce que je pense que le mieux c'est qu'on puisse là aussi échanger, on m'a demandé de vous parler effectivement de ce manifeste qu'on a voulu produire au niveau national, un manifeste qu'on a voulu intituler pour des ruralités vivantes. Le titre n'est pas neutre, bien évidemment, qui a été signé par une quarantaine de partenaires du monde rural. Ce n'est pas que le réseau agricole qui l'a construit, c'est bien l'ensemble des organisations, artisans, commerçants, professions libérales, économie sociale et solidaire, qui se sentent concernés par cette vitalité du milieu rural. Et l'intervention de Bertrand Hervieux m'avait évité de faire un grand topo pour présenter ce milieu rural, puisqu'il a cité lui-même les chiffres. On parlait beaucoup, enfin, j'imagine qu'à la tête de plusieurs d'entre vous, on regardait toujours ce chiffre de 80% de la population qui habitait sur 20% du territoire. Le territoire rural, Bertrand Hervieux a cité les chiffres, a fortement progressé, puisqu'aujourd'hui on considère que c'est un peu plus de 22 millions d'habitants, soit un tiers des Français, qui habitent justement dans ce milieu rural. Il a été très attractif ces dernières années et beaucoup de citoyens ont considéré que c'était un espace dans lequel ils pouvaient venir habiter. Pas que avec la période de Covid, ça avait commencé bien avant, et les communes rurales, Bertrand Hervieux l'a souligné, ont gagné un nombre d'habitants. Ce qui est intéressant et qui est un peu à l'origine aussi de la construction de ce manifeste, c'est que une enquête de familles rurales a montré que le grand public considère que le monde rural gagnerait à être mieux connu, qu'il est agréable à vivre, qu'il y a une grande qualité de vie, que c'est le calme, que c'est le contact avec la nature. Et ça, pour les actifs que nous sommes, qui constatons ça, forcément, c'est aussi à l'origine peut-être de quelques incompréhensions, puisque nous, au-delà du calme, du contact avec la nature, c'est aussi l'exercice de notre activité économique. Et je ne parle pas que des agriculteurs, il y a beaucoup d'artisans, de commerçants, de gens qui installent des micro-industries, des petites entreprises, des ETI, et qui, eux, ils vivent aussi pour l'économie. Et l'économie n'est pas toujours aussi calme, aussi bucolique que ce qu'attendent ces nouveaux habitants du milieu rural. Et donc, tout à l'heure, le mot a été cité dans une question des agriculteurs qui ont vécu toute une période d'agribashing. Effectivement, si on ne retrouve pas le dialogue et si on ne retrouve pas les voies de mieux vivre ensemble dans le milieu rural, en rendant compatibles les activités économiques et les attentes de ceux qui viennent
non pas pour des activités économiques, mais pour y vivre de façon agréable, eh bien on va aller de plus en plus vers des difficultés. Donc c'était un peu ce constat-là. Donc le raisonnement normal serait de dire, mais vous qui êtes un milieu rural avec une activité économique, vous devez vous adapter pour que nous, on continue de trouver ce calme qu'on est venu chercher. Or, si le milieu rural est tel qu'il est, attractif, attrayant, bien entretenu, très agréable à regarder, le contact avec la nature, c'est pas au milieu des roses, c'est avec les herbages et l'entretien que l'on produit. Et les gens ne sont pas toujours conscients que c'est l'activité économique qui produit des richesses, qui produit, qui accompagne des emplois, qui accompagne cet entretien du milieu rural. Et donc, si elle disparaît, automatiquement, ça va être un milieu rural qui va décliner. Donc, on avait besoin de réaffirmer que le milieu rural, c'était bien évidemment une activité économique qui structurait aussi sa vie au quotidien et qu'il fallait en tenir compte et qu'il fallait que les gens, autant les paysages se voient bien, constatent aussi la nécessité d'accompagner l'activité économique. C'est un peu ce qui était à l'origine de ce milieu rural. Pour passer les diapos là, comment ça se... Il y a une zapette où il faut que j'aille appuyer là-bas. Ah ouais, c'est bon. Ah oui. Voilà, donc, alors je ne vais pas vous détailler bien sûr sur toutes les propositions, enfin, je ne sais pas si le document a été imprimé, distribué, en tout cas je pourrais passer le document en version informatique, là, PDF, pour pouvoir le diffuser aux participants et si vous, pour ceux qui souhaitent un peu approfondir, allez-y, avancez sur... voilà, donc en fait on l'a structuré autour de 4 thèmes, 4 thématiques, avec à chaque fois une partie constat, et puis ensuite des propositions pour essayer d'améliorer les choses. Ce manifeste a été fait il y a juste avant les élections présidentielles, donc il avait aussi vocation d'alerter les candidats à la présidence de la République, et puis ensuite, 2 mois après, les candidats aux législatives, pour leur dire attention, le monde urbain c'est connu, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui y habite, mais il y a aussi un milieu rural qui a des attentes, et les politiques publiques doivent renforcer cet accompagnement du milieu rural. Donc, il y avait aussi une vocation, en quelque sorte, de lobbying du milieu rural vers les élus, puisqu'on constate voilà, une inégalité entre l'accompagnement qui est fait sur des politiques publiques dans le milieu urbain, même si elles montrent leurs limites aujourd'hui, et ce qui peut être fait au niveau du milieu rural. Donc il y a 4 thèmes, l'emploi, la nécessité de dialogue entre l'économique et le reste de la population, le développement durable bien évidemment, et ensuite le vivre ensemble. Donc sur la première thématique qui est celle de l'emploi, effectivement on constate, et vous le constatez pour ceux qui sont effectivement dans des activités économiques, des difficultés de recrutement, un manque de main-d'œuvre, manque d'accompagnement des actifs. Bertrand Hervieux ne l'a pas évoqué, mais bon, le constat qui est fait dans le livre, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les politiques publiques et pour accompagner justement l'investissement vers des lendemains qu'on souhaiterait différents, en tout cas des pentes déclinantes qu'on souhaiterait inverser. Donc, dans les propositions sur la diapo suivante, il y en a 3 qui concernent ce secteur de l'emploi. On a considéré qu'il fallait accompagner les entreprises. Je vais aller assez vite là-dessus parce que c'est peut-être pas ce qui nous préoccupe ici aujourd'hui dans la salle. Il y a toujours des zones de revitalisation rurale qui avaient des avantages fiscaux, une fiscalité et un accompagnement particulier. Elles étaient un peu menacées à l'époque. Bon, maintenant, elles ont été prolongées, donc on est un peu moins inquiet. Mais il y a vraiment besoin d'accompagner, il n'y a pas que des zones compliquées dans les banlieues. En milieu rural, il faut aussi avoir cet accompagnement des entreprises. Il y a des difficultés particulières, des contraintes particulières.
Donc on faisait un certain nombre de propositions sur la transmission de l'ensemble des entreprises, exploitation agricole, mais aussi artisans, commerçants qui ont autant les mêmes difficultés que nous pour trouver des futurs successeurs, des systèmes de cautionnement pour les jeunes. C'était la question que j'aurais eu envie de poser à Bertrand Hervieux. On fustige quelquefois le capitalisme en pensant que ça ne concerne que les énormes exploitations, mais on voit bien que pour installer des hors-cadres familiaux sur des exploitations, même si c'est pour 10, 15, 20 hectares, il y a quand même un sujet de portage du capital et de portage sur la durée du capital, parce que le nouvel arrivant n'a pas toujours les capitaux, même pour installer une activité de maraîchage avec quelques serres, un peu de local et un peu d'investissement de matériel, s'il doit en plus aussi acquérir le foncier. Donc on a besoin d'accompagner cette création d'entreprise. On proposait de créer 15 000 emplois dans les zones rurales, en baissant les impôts, en particulier de production. Dans ces zones-là, on ne peut pas encore aller rajouter de la fiscalité. En exonérant par exemple les charges sociales pour ceux qui créent des emplois en CDI dans ces zones rurales. On sait qu'il y a d'autres sujets pour les salariés qui viennent des zones rurales, l'habitat, etc. Et donc on peut faire là des transferts. Et puis en essayant d'accompagner les groupements d'employeurs, en particulier interproduction. Donc ça c'était le premier volet. Je ne rentre pas plus dans le détail sur les questions. Le deuxième était donc sur le dialogue. On considère que il faut rendre ces territoires attractifs. Les entrepreneurs qui veulent monter des activités économiques dans ces territoires ont besoin d'être attendus sur leurs spécificités précises. Quand on veut s'éloigner un peu de zones urbaines, il y a des difficultés et des complexités pour monter les dossiers, pour avoir des permis de construire, pour avoir l'eau, pour avoir le haut débit, pour avoir l'assainissement, etc. Donc il faut arriver à accompagner ces entrepreneurs et répondre réellement à leurs besoins en service, en infrastructure, donc tout ce qui est un peu autour de leurs investissements. Et faire se rencontrer les acteurs économiques avec les acteurs politiques. Donc, dans les propositions, on reprenait le fonctionnement qu'on trouvait intéressant des conseils économiques et sociaux. Donc on disait que dans chaque PCI, il devrait y avoir un espace comme ça, économique et social, qui fasse se rencontrer les élus. Parfois les élus ont de très bonnes idées, mais les acteurs économiques considèrent qu'ils sont aussi quelquefois à côté de la plaque. Donc il faudrait discuter en amont, essayer de regarder, y compris sur où est-ce qu'on installe des activités économiques et où est-ce qu'on fait des zones résidentielles pour que les habitants puissent ne pas avoir toutes les nuisances juste à côté. Il y a eu quelques erreurs de fait qui sont après source de conflit, donc autant les anticiper en ayant un débat entre les uns et les autres. Avoir aussi dans les marchés publics. Souvent les entrepreneurs se plaignent, ils disent on répond à un appel d'offres, puis c'est la grande entreprise qui est à 500 km qui remporte le marché. Quelquefois on peut se contenter de miettes en sous-traitant pour ces entreprises-là, mais c'est jamais très économiquement rentable. Et donc d'avoir des particularités en milieu rural pour mettre en relation les entreprises avec la commande publique locale, c'est valable pour la restauration collective et les agriculteurs qui veulent quelquefois rentrer sur des cantines scolaires, des collèges, des lycées, et c'est marché public, c'est appel d'offres, et il n'y a pas de différenciation entre ce qui vient de 5 km et ce qui vient de 500 km. Donc il faut aménager dans les politiques publiques ces appels d'offres pour donner priorité ou la possibilité aux acteurs locaux qui créent l'emploi local, qui créent la dynamique locale, d'avoir un accès privilégié avec des règles particulières en milieu rural. Parce qu'ils font la vie locale, pas simplement déplacée de plusieurs centaines de kilomètres, des équipes de monteurs ou autres. Et puis, on proposait aussi de mettre en place des tiers-lieux. J'imagine que les uns et les autres, vous connaissez ces espaces qui sont en disponibilité pour un entrepreneur qui dit « moi j'ai besoin d'un secrétariat, voilà, je ne veux pas investir tout de suite, je sais que j'ai un lieu où je pourrais trouver ce service, j'ai des commerciaux qui se déplacent, je ne vais pas construire des bureaux, donc s'ils ont un espace où ils peuvent se poser un jour par semaine, 2 jours par semaine ou de temps en temps, pour nous c'est hyper intéressant. Je sais qu'il en existe ici sur le département, c'était aussi les types de propositions que l'on faisait.
Pour aller sur le thème suivant, donc, qui est le développement durable, Bertrand Hervieux l'a dit, je partage ce qu'il a dit. J'espère que ça ne deviendra pas une religion, parce qu'il y a des choses qui sont inquiétantes, mais au moins une nouvelle, peut-être, colonne vertébrale philosophique, qui est ce changement climatique et ce qui va accompagner notre activité à tous, qu'elle soit économique ou résidentielle, ou nos pratiques de tous les jours, de consommation, de déplacement, etc. Donc on est dans un espace rural, voilà, et avec la moitié qui sont des sols agricoles, qui 40% qui sont des espaces naturels, et donc aussi des forêts. Tout ça, c'est aussi le milieu rural. Dans les propositions, on considère que les entreprises et le milieu rural peuvent être moteurs parce que les produits... allez-y, voilà. Non, c'était bon. Ouais, voilà. Donc les entreprises doivent être moteurs dans justement cette neutralité carbone. Voilà, on sait que les sols agricoles, c'est la production de biomasse. Cette biomasse, voilà, on en fait de plus en plus, et les couverts végétaux entre deux cultures, c'est une ressource pour produire de l'électricité avec la méthanisation. Il y a des exemples dans la salle qui peuvent produire des biocarburants, qui peuvent produire voilà, des ressources biologiques qui permettront l'énergie de demain. Eh bien, elles sont dans le milieu rural et on peut trouver là dans ces espaces la possibilité de nouvelles économies. Également l'économie circulaire, bien sûr, tout le monde l'a en tête, et les circuits courts, tous ces nouveaux agriculteurs, transformateurs, vendeurs directs, où le lien entre des producteurs et des artisans qui, eux, transforment et vendent localement, c'est aussi, bien sûr, ça correspond aussi à des nouveaux modes de consommation qui sont meilleurs aussi pour le climat, puisque moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et puis également dans la revitalisation des centres-bourgs, on avait mis quelques chiffres dans le manifeste. On parle beaucoup de rénovation énergétique. On a énormément de bâtis en milieu rural qui mériteraient aussi d'être accompagnés. Alors ça coûte beaucoup plus cher la rénovation énergétique sur nos maisons anciennes que sur les immeubles urbains. Il faudrait un accompagnement particulier. Il y aurait là aussi de quoi loger quelquefois des salariés permanents, des salariés saisonniers. On sait que c'est un sujet pour l'embauche, mais pourquoi pas aussi des nouveaux habitants plutôt que d'aller ouvrir des lotissements ou de nouveaux espaces à la construction pour essayer d'économiser là aussi le foncier, l'accès aux nouvelles technologies bien évidemment. Donc tous ces sujets qui font que le milieu rural apportera sa pierre aussi à la contribution à un moindre réchauffement climatique. Et enfin, le quatrième et dernier thème qui nous intéresse tous, c'est le bien vivre ensemble. Donc là aussi, on a mis, voilà, on recite les chiffres d'augmentation de la population en milieu rural, ce fameux néo-ruraux qui sont venus dans nos communes. Donc c'est plus de 100 000 habitants par an qui sont arrivés dans les zones rurales afin de confirmer ces chiffres-là. Eh bien, il faudra aussi apprendre à composer et à vivre avec eux. Donc dans les propositions, on considérait qu'il faudrait de plus en plus, et c'est déjà un peu le cas ici ou là. Vous voyez tous les débats que l'on a et les conflits sur la création de stockage d'eau. Vous voyez aussi, et certains ont vécu, lorsqu'on veut installer un méthaniseur, lorsqu'on veut installer un nouvel élevage dans des zones où il n'y en a pas beaucoup, ou un agrandissement d'élevage, c'est toujours un peu des conflits. Et on pense que par le développement de projets de territoire, c'est-à-dire qu'en amont, on met autour de la table et les acteurs économiques et les élus, et aussi les habitants, citoyens, lambda, qui peuvent apporter, déjà bien comprendre le pourquoi du projet, éviter de se faire des images en ayant vu sur Internet ce qui se passait à l'autre bout en France, se dire ici localement, voilà comment ça va se passer, quelles sont vos attentes, comment est-ce qu'on peut limiter les nuisances, etc., tout ce qui peut arriver, mais une activité économique, ça ne se fait pas sans zéro nuisance, donc comment est-ce que vous aussi, vous pouvez accepter que par moment il y ait du bruit, par moment il y ait des odeurs, par moment, voilà, et en essayant de faire en sorte de composer entre les uns et les autres. Donc on a pensé ça que c'était extrêmement important de trouver des lieux, des formes d'accompagnement aussi, et c'est quelquefois
voilà, avec quelques financements pour avoir des animateurs, des modérateurs pour ce genre de débat, faire en sorte que les gens s'écoutent, se comprennent et arrivent à composer en disant voilà, moi je fais un effort en acceptant quelques nuisances et l'entrepreneur, l'agriculteur fait aussi un effort en disant mais je vais éviter les week-ends, je vais éviter la nuit, enfin essayer de trouver un mode de vie en commun. Et donc la dernière proposition c'était justement d'aller après vers les supports, des livrets d'accueil, ce qu'ont fait déjà certaines communes, ouvrir les entreprises, ouvrir les exploitations, ce que font aussi les organisations agricoles, venez voir ce qui se passe, venez voir comment ça se passe, n'écoutez pas les réseaux sociaux avec ce qui peut être colporté par tel ou tel groupe de pression qui a quelquefois d'autres intérêts pas toujours à voir, donc venez discuter avec les acteurs locaux et regardez ce qui se passe sur votre territoire et essayer de travailler, de composer ensemble, de construire, de co-construire, c'est les mots qu'on a utilisés dans le manifeste, le monde rural de demain, avec voilà, une relation apaisée entre ceux qui travaillent, ceux qui créent de l'emploi, qui ont des activités économiques, et ceux qui y sont le week-end ou pour les vacances en résidence secondaire ou autre. Et puis de faire des chartes de réciprocité, un peu comme on a essayé de faire sur ces fameuses utilisations de produits phytosanitaires. Voilà, c'est l'occasion de mettre tout le monde autour de la table et de dire allez, on fait une charte, engagement réciproque. Moi je m'engage à, et moi qui suis riverain, etc., j'accepte aussi une partie voilà, qui est peut-être un peu moins agréable, mais qui fait partie et qui fait que le milieu rural est vivant. Donc voilà ce qu'on a essayé de poser. Voilà. L'objectif c'est qu'ensuite chaque territoire puisse s'approprier ce genre de travail, disent chez nous comment ça se passe, mieux, moins bien, plus mal, et comment est-ce qu'on fait pour aller vers justement ce milieu rural qui restera attractif parce qu'il restera économiquement vivant. Et on ne peut pas parler de relance en reboostant uniquement les zones commerciales et les périphéries de ville, mais il faut parler de relance aussi en reboostant le milieu rural et en permettant à des actifs de venir y construire des projets, de venir y apporter de l'économie, de venir y apporter de la vitalité, ce qui permettra là aussi de répartir un peu mieux le bien-vivre globalement dans notre pays. On voit qu'il y a des zones où il y a quand même des conflits un peu durs. Je pense que le milieu rural peut apporter aussi sa pierre pour accompagner ce développement harmonieux du territoire. Voilà, pour ne pas faire trop long, pour essayer de résumer, pour essayer d'ouvrir peut-être plus de questions et de dialogues que voilà, je suis moins académique que Bertrand Hervieux pour faire un exposé. En tout cas, merci de votre attention. En plus, c'est juste des questions, des réflexions ou des contradictions. Aussi. Parce qu'on est à côté de la plaque, il faut... Une question, on se connaît. Quand il s'est agi de modifier la production, on a mis en place une organisation. Moi, je trouve votre proposition très intéressante, à condition de construire une organisation pour mettre les acteurs au travail. Et s'il n'y a pas d'organisation, ça sera un peu la bouteille à la mer. Alors, c'est toujours l'approche qui a été souhaitée, c'est une approche souple et qui s'adapte au territoire. Donc, si on met des organisations un peu trop rigides, voilà, des niveaux supérieurs, voilà. Donc, par exemple, on a eu la réflexion de savoir à qui fallait-il s'adresser pour organiser un peu ce dialogue. Alors, si on écrit c'est les maires ruraux, il y a des maires qui n'ont pas envie non plus trop parce qu'il y a peut-être des coups à prendre. Est-ce que c'est le mieux placé? Parce qu'en même temps, il doit défendre aussi une vision pour son territoire. Localement, ça peut être, voilà, peut-être un groupe d'agriculteurs, ça peut être un entrepreneur qui dit mais moi je trouve que on ne s'attend pas suffisamment, je prends l'initiative de réunir les uns et les autres. Voilà. Le tout, c'est qu'après, ils trouvent
un accompagnement possible, et c'est là qu'on avait un peu imaginé, voilà, qu'il y ait des financements pour des médiateurs de territoire. C'est souvent des médiateurs, quoi, des gens qui arrivent à accompagner la mise en place de la problématique. Exprimez-vous pour exprimer une idée, l'argumenter, et pas forcément pour invectiver. La difficulté quelquefois des débats publics, c'est que ça tombe sur l'invective, du coup c'est contre-productif pour tout le monde, alors que s'il y a un médiateur qui dit, attends là, bon, là tu accuses lui, donc expose ton problème, tes idées, tes arguments, et ensuite on va demander aux autres personnes aussi d'intervenir pour aussi contester les arguments, et non pas, oui mais lui c'est un tel, je ne sais pas quoi, c'est pas le sujet. Donc c'est vrai que c'est compliqué de mettre une organisation. Dans les pays, il y en a qui ont bien réussi, il y en a d'autres qui n'ont pas bien réussi. Enfin, voilà, c'est très délicat, ça peut vite déraper. Et donc c'est un peu à chaque territoire de trouver sa bonne formule et les bonnes volontés pour s'impliquer là-dedans. Oui, mais comment vous allez repérer les gens du territoire qui vont s'en occuper? Non, c'est un peu le sujet, c'est que on va pas, il n'y a pas d'organisation suprême qui va aller repérer. C'est des gens qui doivent un peu s'organiser, mais certaines le font très bien. Il y en a qui ont des projets de bâtiments qui commencent par réunir les gens en disant, je vous avertis, voilà mon projet, c'est celui-là, voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais essayer de faire qu'il y ait le moins de nuisances possible. Et puis du coup le dialogue s'instaure, mais c'est plutôt lié à la personnalité des personnes. En tout cas, ce qu'on a voulu dire là, c'est qu'il semblerait que quand même les EPCI, là, les communautés de communes, soient des espaces qui ne soient pas ni trop grands ni trop petits pour organiser ça. On voit par exemple sur l'eau et les PTGE, là, les fameux programmes, c'est vraiment ces instances de dialogue. On discute suffisamment, on échange les arguments, et ensuite, quand tout le monde comprend quand la décision est prise, pourquoi elle est prise et sur quels arguments. Et c'est vrai que personne ne peut décréter que les gens vont se réunir et vont aboutir à une solution. Donc la limite, c'est que sur certains territoires, ça va toujours mal se passer, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise, attendez, ça ne peut pas continuer comme ça, je prends moi l'initiative de vous réunir, je n'ai pas d'intérêt dans la chose, mais je le fais. Et puis d'autres territoires, assez naturellement, les gens vont trouver les moyens du dialogue et comment aboutir à des solutions concrètes. Oui, bonjour. Les EPCI font déjà des projets de territoire, et après il y a le programme Petite Ville de demain aussi qui s'occupe au niveau de revitalisation des centres-bourgs. Bon, est-ce que ça fait pas un peu double emploi? C'est la question que je vous pose. Voilà. Non, c'est ça qui a été cité, mais il n'y en a pas partout. Mais c'est sur ces exemples-là qu'on s'est appuyé, oui, les petites villes de demain. Et à chaque fois, mais, voilà, il y a un programme national, et après, c'est les acteurs locaux qui font que chez eux ça réussit, ailleurs ça ne va pas réussir. Voilà. Ce qui était dit là, c'est de bien faire attention dès le départ, de bien réunir l'ensemble des acteurs, pour pas arriver après un bout de course avec des oppositions, parce que oui, pourquoi vous voulez poser ça ici alors que je le proposerais plutôt ailleurs. Voilà. L'idée, c'était plutôt d'installer ce dialogue. Mais oui, c'est de s'appuyer sur ce qui existe par endroit et qui n'existe pas ailleurs. On constate, quand on circule un peu, qu'il y a des gens qui ont trouvé sur certains territoires des solutions, qui ont des super projets, qui ne sont pas connus, et d'autres, dans d'autres territoires, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, et il y a cette information qui ne circule pas suffisamment. Une question très simple, basique. Dans les communautés de communes, on parle autour des SCOT. Elles sont toutes aujourd'hui avec des SCOT, un schéma de cohérence territoriale. Est-ce que toutes les communautés de communes ont eu ce document? Parce que c'est un outil de travail quand même, ça. Moi, j'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas, il y a l'association des départements de France qui est co-signataire, donc je ne sais pas s'ils ont diffusé via leur réseau, on travaille pas mal avec
Ils ont une commission ruralité, donc on a travaillé avec eux aussi soir. Il est à disposition pour tout ce qui peut se faire.